Je suis Marion Azout. Et moi, Victor Viriot. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs. On est partis dans 9 pays du monde, à travers 3 continents, pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent. Inde, Japon, Colombie, Sénégal, Mexique, Mongolie, Cuba, Vietnam, Cambodge. Vous écoutez Relations internationales, un podcast Slate.fr. Nous sommes à Medellín, en Colombie. La musique des bars résonne dans la rue. Le temps est agréable et de nombreux jeunes sont assis sur les marches, verre à la main. Le parc Hieras est le lieu pour se retrouver entre amis. Nous avons rendez-vous avec Mateo, collier en argent ras du cou, piercing au nez et mèche blonde. Je m'appelle Mateo Giraldo, je suis colombien, je vis à Medellín et j'ai 23 ans. Je travaille dans la com visuelle, gay et célibataire. Autour de la place où nous nous sommes installés, de nombreux bars font office de lieu de rencontre. Là, la danse est reine. Elle est même un moyen de séduire, très important en Colombie. Je pense qu'il y a un lien entre la danse et le sexe. Parce que quand tu danses, tu dois connaître ton corps. Et c'est la même chose dans le sexe. C'est-à-dire que tu dois connaître ton corps, comment il bouge, et tu dois apprendre à comprendre le corps de la personne en face de toi. Dans la danse, quelqu'un peut aimer danser très rapidement, de manière très douce, ou danser à un niveau d'intensité moyen. Et c'est pareil dans le sexe. Parfois tu cherches du sexe très sauvage et rapide, parfois tu veux quelque chose de doux, de lent. Donc je pense que ça peut se combiner. En plus, j'ai senti que depuis que je danse, je suis un peu plus libre dans le sexe, un peu plus explorateur. Daniela aussi aime danser. Cette Colombienne de 25 ans dégage un sentiment de grande confiance en elle. Pourtant, jamais elle ne danserait seule. Pas parce qu'elle a peur, mais parce que ça ne se fait pas. Ici, ce sont les hommes qui t'emmènent danser. S'ils ne t'invitent pas, tu ne vas pas aller danser avec eux. Parce qu'ici, on ne fait que des danses en couple. Par exemple, pour la musique électronique, tu peux la danser seule. Tu t'arrêtes et tu danses seule. C'est normal. Mais pour les autres danses, comme le merengue ou la salsa, généralement, il te faut un partenaire. Moi, j'aime pas trop danser avec mes amies filles. Je trouve ça bizarre. Ça serait vraiment mon dernier choix. C'est vraiment quand tu n'as personne d'autre avec qui danser. Quand t'es désespéré. Aujourd'hui, la musique que les jeunes Colombiens préfèrent, c'est le reggaeton. Une musique née à Porto Rico à la fin des années 90. Pour vous faire une idée, Despacito, c'est du reggaeton. Julieta, sexologue ici à Medellín, nous explique comment ce genre musical influence et illustre la société colombienne. Le reggaeton est définitivement une attaque contre les femmes parce qu'il la transforme en objet. Ce qu'on retrouve le plus dans les paroles de ces chansons, ce sont les relations à 3, 4 ou 5. Donc c'est selon cet idéal que les couples se construisent à 2. Le projet de vie à 2 a moins d'importance. Parce que les gens se disent « je pourrais rester en couple, mais je pourrais avoir aussi quelqu'un d'autre ». Ou encore, en tant qu'homme, je pourrais aussi bien avoir une autre femme. C'est ça le reggaeton. C'est comme si c'était du porno, mais sous forme musicale. C'est la même chose. Autour de nous, de nombreux jeunes se sont préparés pour faire la fête. Maquillage, beaux vêtements, talons hauts. Certaines filles ont les seins ou les fesses refaites. Il est minuit. Les boutiques sont fermées, mais on peut voir les mannequins à travers les vitrines. Leurs corps sont bien différents de ceux qu'on trouve dans les boutiques françaises. Énorme poitrine et taille de guêpe. Un modèle imité par de nombreuses femmes, comme nous l'avons remarqué en nous promenant dans la ville. Ici, à Medellín, le culte de la beauté est partout. Et Daniela nous confie comment elle-même a succombé à la tentation du bistouri.
J'ai fait de la chirurgie esthétique. Ici, on grandit avec ces choses-là. C'est quelque chose de normal, alors que dans les autres pays, c'est plutôt rare. Ici, c'est vraiment habituel. J'aime ce que je vois à la télé. Et ce n'est pas que j'essaie de leur ressembler, mais j'aimerais être fine et voluptueuse. Et c'est pour ça que je vais à la salle. Je ne me considère pas comme menue, comme toutes ces filles qu'on peut voir à la télé, mais c'est vrai que j'aime ces standards de beauté. Et je veux continuer à les suivre. Daniela a réalisé 3 opérations. À 13 ans, elle s'est fait recoller les oreilles. À 22 ans, elle s'est fait refaire les seins. Et plus récemment, elle s'est offert une liposuction. Pour moi, le plus important, c'est comment je me sens moi. Et la plupart de mes opérations, je les ai faites parce que je voulais me voir belle dans le miroir. La deuxième raison, c'est pour que mon partenaire ou la personne avec qui je sors me voit belle. C'est clairement pour ça. C'est une façon de draguer. Et enfin, c'est par rapport au regard des autres femmes. Mais ça m'importe pas trop. C'est ce qui m'importe le moins d'ailleurs. Maintenant, j'ai plus confiance en moi pendant une relation sexuelle. Surtout quand je me déshabille. Pourtant, je n'ai jamais eu honte de mon corps et je n'ai jamais été grosse. Mais oui, j'ai senti que la chirurgie avait changé les choses et que je me sentais plus en confiance en me déshabillant. Et puis, si j'aime ce que je vois, alors j'aimerais ce que l'autre voit aussi. Beaucoup de femmes font de la chirurgie parce que leur mari veut que leur sein soit plus gros, ou alors ce sera un homme qui paiera parce qu'il veut voir ses femmes plus minces ou avec plus de courbes ou plus de fesses. Mais moi, au moins, j'ai payé ma propre chirurgie parce que j'aime me voir comme ça. Je le fais pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Tu comprends ? Je crois qu'en Colombie, l'apparence compte. Ici, on dit « tout commence avec les yeux ». Donc pour moi et pour les gens de Medellín en général, l'apparence physique c'est important. C'est vrai que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est quand même la première chose que tu vois chez quelqu'un. S'il te plaît physiquement, c'est un premier pas important. Pour les hommes, c'est la même chose. Matteo nous explique combien l'esthétique est la règle et comment l'apparence physique est révélatrice d'un certain niveau de vie. Bueno, en Medellín, digamos como en el mundo gay, es muy normal que... À Medellín, dans le milieu gay, c'est complètement normal que les mecs les plus attirants soient avec les mecs de la gym, les mecs musclés quoi. Mais chez les hétéros, le standard de beauté pour les femmes, c'est une fille grande, aux cheveux lisses et blonds. Tu vois le genre ? C'est le canon de beauté ici. C'est l'idéal que les mecs veulent avoir. Ils veulent le plus beau corps, mais aussi la plus belle bagnole. C'est vrai. Et ça fait partie de la narcobelleza, le monde des narcotrafiquants. Comment avoir les choses les plus luxueuses, toujours sembler riche, avoir les meilleures filles, les meilleurs garçons. Dans ce monde de la narcobelleza, les femmes doivent toujours avoir des gros seins, des grosses fesses, parce que sinon, elles n'en feront pas partie. Las mujeres siempre tienen que tener senos muy grandes y nalgas muy grandes, porque si no, no van a ser parte de la narcobelleza. Si les hommes aussi sont soumis au culte du corps, celui-ci pèse toujours beaucoup plus sur les femmes, comme le rappelle Julieta, la sexologue. Pour les femmes, la beauté est un culte. D'abord, il y a de la compétition entre les femmes et ensuite elles sont objectivées. Leur corps n'est qu'un objet. C'est comme si on te disait « toi tu n'es pas belle ». Ton homme va chercher une autre femme. Fais attention, si tu n'es plus comme au premier jour, si ton mec te voit moche, grosse ou un autre truc comme ça, il préférera aller vers une autre. C'est pour ça qu'à Medellín, ou en Colombie en général, on a très peur de vieillir. Il y a beaucoup de femmes mûres, de femmes très âgées qui font de la chirurgie esthétique pour ne pas se sentir vieilles. Donc oui, pour les femmes de ce milieu socio-culturel, c'est très important de se voir belles et de sentir qu'elles attirent l'attention sur elles. Parce qu'on nous a toujours enseigné que la fille la plus belle est celle qui attire le plus d'hommes. C'est comme si la quantité d'hommes à tes côtés représentait ta valeur, non ? C'est comme si ça te donnait une importance. Es como si la cantidad de hombres que te alardearan representaran un valor, ¿cierto? Te dieran un lugar de importancia. Il est 3 heures. Le bar va bientôt fermer. On termine nos cocktails et on s'apprête à payer. Esteban, un ami de Daniela, se lève. Il annonce à Victor qu'il faut diviser l'addition entre hommes. Pour Daniela, c'est peut-être un comportement machiste, mais ça lui fait plaisir. En réalité, je crois que notre culture est un peu machiste. Et c'est vrai que nous, les femmes, on apprécie quand même un peu ça. On aime le machisme quand ça veut dire qu'on nous paye le resto, quand ça veut dire qu'on nous invite à sortir, ou même quand nos compagnons sont jaloux. Je pense que dans d'autres cultures, ça peut paraître comme des actes machistes.
Mais moi, j'y suis habituée. Ça ne me semble pas du tout machiste. Le lendemain matin, l'aguardiente, l'eau de vie qu'on a bu la veille, tape un peu sur le crâne. On vit la ressaca à la colombienne. Comprenez, une belle gueule de bois matinale. Nous avons rendez-vous chez Béatrice, dans le quartier de Poblado. Pour rentrer chez elle, il faut donner notre nom à un gardien qui nous indique la route. Nous sommes dans un quartier chic de Medellín. Béatrice nous accueille, sourire aux lèvres. Elle a 53 ans. 2 de ses amies sont avec elle, Maria Cristina et Sandra. Elles aussi font beaucoup moins que leur âge. On s'installe sur la terrasse, Béatrice prend la parole. Je pense que nous les femmes, nous sommes plus machistes que les hommes. Quand on a des jeunes enfants, surtout des garçons, on leur dit « Ne pleure pas, ce sont les filles qui pleurent ». Ou bien, on dit à une fille « Tu ne peux pas faire ça parce que c'est seulement un truc de mec ». Ça pour moi, c'est un symptôme du machisme. Donc nous les femmes, en un sens, on encourage le machisme. Pour elle, le machisme prend les enfants au berceau. Tout est une question de transmission. Je pense que ça vient de l'éducation qu'on donne aux enfants. Si tu as un fils et que depuis tout petit, tu lui dis de laver l'assiette dans laquelle il a mangé et de faire son lit, alors lui, il saura qu'il y a des choses à faire, qu'il n'aura ni la maman, ni la petite sœur pour le faire à sa place. C'est pour ça que je dis que ce sont les femmes qui intègrent le machisme. Par exemple, quand elles disent « Non mon fils, ne lave pas cette assiette, ta sœur le fera ou je le ferai ». José, professeur de sciences sociales à l'université Externado à Bogota, nous décrit ce machisme dissimulé dans le quotidien. Les comportements sont majoritairement subconscients. Cela vient encore une fois de cette histoire coloniale qui génère cette série de comportements. En Colombie, aujourd'hui au quotidien, le grand problème du machisme est qu'il n'est pas dénoncé. Le plus intéressant, c'est dans la vie de tous les jours. Quand une fille sort faire la fête, qu'elle est jeune, elle ne demande pas la permission à son copain directement. Mais c'est comme si c'était un pacte implicite. Elle va lui dire « je sors faire la fête ». Et s'il ne veut pas qu'elle sorte, il lui dira. Mais quand c'est l'homme qui sort, la fille attend à la maison. Les vêtements, la manière de s'habiller est extrêmement importante. Quand une fille a un copain pour choisir sa tenue du lendemain, elle va l'essayer et lui demander « ça me va ça ?» Ou même, quand elle s'achète des vêtements, elle essaye et elle demande « tu aimes bien ce que je porte ?» Ce « tu aimes bien » est une formule très symbolique pour demander l'autorisation et dire « laisse-moi porter ça ». Et l'homme approuve ou non. Et alors qu'il approuve ou non la quantité de peau visible, elle trouve son homme plus ou moins sexy. C'est clairement un comportement machiste, mais nous ne sommes pas conscients. Nous avons rendez-vous avec un certain Fabio, sur les hauteurs de la commune Tressé, ancien quartier de prédilection des narcos, qui surplombe la ville de Medellín. Des graffitis recouvrent les murs, des femmes vendent des glaces artisanales à travers leurs fenêtres ou des empanadas au chariot. De chez Fabio, la vue sur les favelas et sur Medellín est impressionnante. La musique est partout dans la rue et des danseurs se sont installés à proximité pour nous faire une petite démonstration. Fabio marche difficilement suite à un accident il y a quelques années. Depuis, il a réalisé comment il traitait sa femme et ce qu'il devait changer. Tout comme l'expliquait José, Fabio nous raconte qu'il n'avait pas conscience de son comportement. Je pense que j'étais machiste, même si je ne m'en rendais pas compte. Mais j'ai beaucoup changé. J'ai eu un accident, je suis tombé du 7e étage. Depuis mon arrivée à l'hôpital, ma femme a toujours été là pour moi. Jour et nuit, elle m'a aidé. Je remercie Dieu pour ce qui m'est arrivé et aussi pour m'avoir fait comprendre que ma femme a été mise sur mon chemin comme un cadeau de Dieu. Pour moi, il n'y a aucune personne plus importante qu'elle dans ma vie, c'est sûr. En Colombie, il y a du machisme. Et le plus grand problème de la Colombie, c'est qu'on ne reconnaît pas qu'on est machiste, alors qu'en réalité, si, il y en a beaucoup. S'il n'y en avait pas tant, il n'y aurait pas tant de féminicides, tant de femmes abandonnées, tant de mères célibataires, de mères à la tête de famille qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Et tout ça pourquoi ? À cause de ce même machisme. Nous prenons la route pour Minca, dans le nord de la Colombie. Le décor et les rencontres sont bien différentes de Medellín. Ici, le paysage est vert. Notre auberge est enclavée dans les montagnes. La vue spectaculaire
et le coucher de soleil inoubliable. La nourriture est produite sur place, et une petite communauté indigène vit à quelques mètres de là. Il fait beau, et la seule occupation du coin est de marcher dans les bois, visiter des fincas de café, ou s'endormir paisiblement dans un hamac coloré. Le soir même, nous rencontrons Maria, qui dîne seule sur la grande table en bois de l'auberge. Avec son ex-mari, la vie n'a pas toujours été facile. Au début, il était très amoureux, très attentif aux détails. Son aspect romantique était très marqué. Quand j'ai commencé à sortir avec cette personne, je me suis isolée de plus en plus. C'est-à-dire que je passais le plus clair de mon temps avec lui, je ne partageais des moments qu'avec lui, avec sa famille ou ses amis. Puis il a commencé à devenir tout pour moi, jusqu'à effacer mes amis ou ma famille. Je me concentrais uniquement sur lui. Et après le mariage, j'ai commencé à organiser mon temps complètement par rapport à lui. Et ce n'était plus si romantique. Il est devenu un peu violent, puis de plus en plus, jusqu'à la totale maltraitance physique. Au sein du foyer, les choses ont changé. Quand j'étais malade, il ne permettait pas et ne comprenait pas que je puisse ne plus avoir de force. Et il attendait de moi que, comme d'habitude, je fasse tous les repas, que je m'occupe de toutes les tâches et responsabilités de la maison. Par exemple, j'avais Internet, je l'utilisais, mais il me contrôlait. Il contrôlait avec qui je parlais, le temps que je passais sur Internet, y compris quand je parlais avec ma propre famille. Mais en Colombie, la maltraitance dans un foyer n'est considérée que si tu es en danger de mort. Mais sinon, non, ce n'est pas de la maltraitance. La maltraitance émotionnelle, c'est très difficile à prouver, sauf si tu as un papier du psychiatre. Physiquement, tu dois être dans une situation extrême. Il faut que ta santé ou la vie de la personne ait été compromise. Cette violence au quotidien, Maria a réussi à s'en échapper. Ce n'est pas le cas de toutes. Juanita, femme de 60 ans, belle et marquée par la vie, vit à Minca. Autour d'un verre, elle nous parle de son mariage. Au début de ma relation, il y avait beaucoup d'amour. Il ne me cachait rien. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas la même personne. Il m'avait caché ce caractère dur et fort. Son caractère, c'est ce qui m'a fait souffrir et qui, sûrement, m'a beaucoup éloignée de lui. Quand j'ai eu mes enfants, ils sont venus comme un refuge pour moi et ils m'ont permis de construire un foyer. Je dis toujours que je porte un masque, comme un maquillage de clown. Dès que je veux pleurer, je dois le dissimuler, me cacher. La famille ne te soutient pas parce que c'est ton mari, alors tu dois rester avec lui. Il y a tellement de jugement dans leurs yeux. Et puis, j'ai eu peur de lui dire je m'en vais. Et ensuite, de tomber amoureuse d'une autre personne. Moi, j'ai peur d'être seule, de vivre seule. Ça me fait paniquer. Mais je suis de celles qui admirent les femmes qui souffrent et qui sont quand même capables de s'enfuir. Entre deux sanglots, Juanita se confie sur la vie sexuelle de son couple. Au début, oui, tout allait bien. Et puis, j'ai commencé à sentir que lorsque je ne voulais pas coucher avec lui, peu importe la raison, il me traitait très mal. Quelquefois, je choisissais de m'allonger de l'autre côté du lit, loin de lui, et il commençait à me tapoter avec le pied. Et moi, je sentais qu'il venait de mon côté du lit, mais seulement quand il avait envie de faire l'amour. Parce qu'ensuite, il retournait dans son lit. Et puis, le jour se levait. Et moi, j'avais le sentiment qu'il couchait avec une autre femme. Hors micro, elle ajoute des détails glaçants. Il lui arrive de mettre son visage contre un oreiller pendant leur rapport pour ne pas hurler de douleur ou de rage. Alejandro, son mari, vient nous parler. Il nous dit vouloir participer aussi à l'interview. Il pense connaître le secret pour faire plaisir à sa femme. La femme prend du plaisir si elle est d'accord. Il faut qu'elle soit d'accord et d'accord avec son désir. Parce que si elle n'est pas d'accord, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de plaisir. Si les deux consentent, oui. Mais si un seul est d'accord et l'autre non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de plaisir. Il n'y a du plaisir que pour une seule personne.
Malheureusement, les femmes ont appris à simuler pour que les hommes ne pensent pas avoir merdé. Donc si je suis au lit avec un homme et que je sens que je ne prends pas de plaisir, je ne vais pas avoir d'orgasme. Je vais simuler pour qu'il pense être un vrai homme, un très bon amant, pour ne pas détruire son ego masculin qui est très enraciné dans la culture latino-américaine. Ça, c'est une chose. Mais je vais aussi simuler pour me tromper moi-même, pour me convaincre que je prends du plaisir. Julieta, la sexologue, nous explique pourquoi et comment la simulation s'est imposée en Colombie. C'est normal qu'on puisse simuler. Si tu demandes à une femme pourquoi tu simules, elle peut te répondre que c'est pour en finir rapidement, parce qu'elle n'a pas envie de continuer, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle ne voulait pas à la base, parce qu'elle doit se forcer à faire l'amour avec son mari et pour plein d'autres raisons. Mais si tu demandes à un homme ce qu'il pense d'une femme qui simule au lit, il va directement trouver que c'est un manque de respect. Il se sentira clairement attaqué. On a appris aux femmes à placer leur plaisir après celui des hommes. C'est normal d'entendre une grand-mère dire à sa petite fille récemment mariée « Ne t'inquiète pas, fais comme si tu aimais ça ». Donc les femmes simulent, oui. Elles ont appris à le faire, parce que culturellement, on leur a enseigné. Avant son divorce, Maria a bien connu ça. Mais maintenant, elle fait attention à son plaisir. La satisfaction de l'homme importe plus que celle de la femme. Avec un machiste, dans les relations sexuelles, il n'y a pas de préliminaire, pas de jeu. C'est seulement sa satisfaction et puis c'est tout. Il n'y a pas tant d'interaction, ni de recherche du plaisir de l'autre. Il faut simplement atteindre son plaisir personnel et c'est tout. Dans mon cas, c'était plus sa satisfaction que mes envies ou mes disponibilités qui comptaient. Maintenant, j'essaye de donner mon point de vue et c'est pour ça que j'ai changé. J'aime qu'on me demande mon avis et pouvoir l'exprimer. J'aime avoir de la confiance et de la sécurité avec la personne avec qui je suis. Et j'aime pouvoir l'exprimer. Si une personne ne me parle pas avec confiance, immédiatement, ce sera non pour moi, parce que je ne veux pas revivre la même histoire. Nous retrouvons Béatrice et ses amies, Sandra et Maria Cristina. Pour ces trois quinquagénaires branchés, c'est l'éducation qui peut tout changer. Sandra s'occupe personnellement de l'éducation sexuelle de ses fils. Maria Cristina, elle, apprend à ses filles à être indépendantes et fortes. Pour Béatrice, ses petits-enfants sont la nouvelle génération. C'est son rôle de leur apprendre quelques bonnes habitudes. Entonces ahora, por lo menos con mis nietos pasa eso, que son niños que ellos así tienden la cama mal, pero Du coup maintenant, du moins pour mes petits-enfants, ça se passe comme ça. Ce sont mes petits-enfants qui font leur lit, ils le font mal mais ils le font. Ils mangent et vont ensuite directement à la cuisine laver leurs plats. C'est mal lavé, mais au moins ce sont des habitudes qu'ils prennent. Et j'imagine, quand ils seront plus grands, ils sauront ce qu'ils auront à faire. On ne sait jamais. S'ils se marient avec une femme et qu'elle doit travailler, ou s'ils travaillent tous les deux, ils devront se partager les tâches ménagères. Si depuis tout petit, on crée ces habitudes, on aura des hommes moins machistes et que ça ne gênera pas de nettoyer, repasser ou cuisiner. Vous venez d'écouter Relations internationales, un podcast de Marion Azout et Victor Viriot, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Relations internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Un merci tout particulier à Fred, Johanna, Nathalie, Valentine, Alain et Daniel pour leur soutien.